bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Caroline Pigozzi. Bonjour. Nous sommes ravis de vous recevoir ce matin. Vous êtes vaticaniste, journaliste spécialiste du Vatican depuis de nombreuses années. Vous avez été 30 ans. 30 ans que je cours dans les couloirs du Vatican, en silence, mais vous êtes certainement l'une des plus grandes spécialistes du Vatican. Vous avez côtoyé trois papes, Jean-Paul II, vous avez eu après Benoît XVI, et puis ce dernier pape, le pape François, qui est hélas en ce moment hospitalisé. Et c'est vrai que d'une part, on voulait évoquer avec vous ce qui est en train de se passer au Vatican, les coulisses du Vatican, et puis votre vie, votre carrière absolument unique. Vous me disiez que vous étiez l'une des premières femmes en fait à avoir il y a une Mexicaine qui était là avant moi. Ouais. Ça ressemble à quoi le Vatican? C'est un palais, c'est grand, c'est petit? Non, c'est magnifique. On est impressionné par les lieux. Vous avez c'est d'une beauté inouïe, donc c'est toujours une joie extraordinaire d'y aller. D'ailleurs, quand je prends un taxi pour aller au Vatican, il me dit mais quelle chance d'aller dans cet endroit si beau. Mais en revanche, il y a une chose qui est frappante, surtout pour nous journalistes, c'est un monde de silence et de chuchotement. Vous entendez jamais un bruit plus haut que l'autre, et ça, c'est un peu frustrant pour nous. Et j'ai une question un peu difficile. Vous n'êtes pas obligé de me répondre. Est-ce qu'on sent la présence de Dieu dans ce lieu? On sent quelque chose de différent. Alors, si on est croyant, on sent la présence de Dieu, mais vous avez quand même l'impression que des siècles vous tombent sur la tête, et ça impose le respect. Vous voyez, personne en train de sautiller, personne en train de crier. On est happé par les lieux, par la solennité, je dirais, aussi. Ouais. Vous avez écrit de très nombreux livres. Je rappelle celui pour lequel on vous avait reçu, Accusé, levez-vous, photos et documents rares des grands procès. Ça, c'était avec Jean-Yves Le Borgne. Et puis de nombreux livres autour du Vatican, le Vatican indiscret, les robes rouges. Pourquoi eux, absolument. Les photos insolites, documents et photos insolites du Vatican. Absolument, vous en avez fait pas mal, et on va évoquer avec vous donc le pape François et la santé du pape et la communication autour de la santé du pape. Et puis ce qu'il a changé et quelle va être l'évolution après le pape François. Alors, on passe au zapping. Sud Radio Média. L'instant zapping. Évidemment, Caroline, j'ai fait un zapping pour vous. J'ai choisi des moments de la télévision qui sont empreints de religion. Et on va commencer par une séquence qu'on pourrait parler du pardon. Et j'aimerais évoquer avec vous le pardon. Hier, dans le 20h de France 2, la rencontre entre, je ne sais pas si vous l'avez vu, la sœur du père Hamel. Le père Hamel, vous savez, il avait été assassiné par 2 terroristes. Et elle a rencontré la mère d'un des djihadistes. Cette rencontre donne lieu à un livre qui va s'appeler Sœurs de douleur. Elles étaient tous les deux dans un reportage du 20h de France 2. Ils ont parlé du pardon. C'était un échange très fort. Je pouvais vraiment pas tout mettre parce que c'était le zapping, mais écoutez bien l'émotion de ces 2 femmes qui sont liées par un drame. À partir d'aujourd'hui, je suis la mère d'un terroriste. Les 2 femmes n'auraient jamais dû se rencontrer, et c'est pourtant ensemble, main dans la main, qu'elles ont décidé de faire leur deuil. Elle m'a fait confiance, en fait. C'était un pas vers la vie. Cette rencontre nous redonne envie de rester debout. Juillet 2016, Saint-Étienne-du-Rouvray, petite ville calme de Normandie. Comme chaque matin, le père Hamel célèbre la messe devant une poignée de fidèles, lorsque 2 hommes pénètrent à l'intérieur. Ils blessent un paroissien et assènent 48 coups de couteau au prêtre. J'ai reçu cette annonce comme ma boulet de canon, et je me suis mis à hurler. Et j'entends encore ma grande fille qui me dit « Maman, arrête, maman, je t'en prie, arrête, ça va pas faire revenir tonton. » Pour moi, c'est un cauchemar. Et je suis complètement sidérée. Au début, j'étais très en colère après mon fils. On se dit que la vie est finie, qu'elle s'arrête là, et qu'on n'a plus d'avenir, on n'a plus rien. Tout ce qu'on a construit, c'est fini. Ça s'arrête là. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ton pardonné, et qu'est-ce que vous pensez de cette femme dont le fils djihadiste a donné plus de 40 coups au père Hamel et la sœur du père Hamel? Ça montre qu'il y a sans doute la tolérance, c'est le miracle dans les religions, et ce pape qui est très interreligieux,
qui nous a emmenés dans nombre de pays musulmans, ça montre que, j'oserais dire, ça marche. C'est pas inutile. Ça veut dire que les gens peuvent avoir des éducations, être élevés dans des religions différentes, être croyants dans leur religion, et que finalement, ça donne des résultats. C'est pas très joli de dire ce mot résultat, mais enfin, c'est quand même ça. Et nous, quand on va avec le pape dans des pays musulmans, au départ, on se dit, mais pourquoi on va dans cet endroit? Et finalement, c'est lui qui a raison, parce qu'il met une petite pierre, et puis il en met une deuxième, et puis il fait le petit pousset. Et je pense que le problème interreligieux aujourd'hui est très important, et si on veut avancer, les politiques l'ont bien compris. D'ailleurs, quand on est allé avec le président de la République, avec Emmanuel Macron, à un sommet de Saint-Egidio à Rome, dans son avion, il y avait le recteur de la Grande Mosquée, il y avait le rabbin Haïm Corsia, il y avait tout ça, c'était au Vatican, d'aller voir le pape aussi. Et donc, si on n'a pas cette approche aujourd'hui, c'est très compliqué. Enfin, il faut être beaucoup plus ouvert. On ne peut pas être coincé dans sa religion. Je reste dans ma thématique avec vous, le don de soi, se préoccuper des pauvres. Il s'appelle El Negociator. C'est un Robin des Bois qui cumule plus de 500 000 abonnés sur TikTok. Vous savez quoi? Il se masque, il va dans des magasins et il va négocier des produits à des commerçants qu'il redistribue aux pauvres. Voilà le don de soi. T'explique, moi en vrai je suis le négociateur. Mon but à moi dans la vie, faire un maximum de bonnes actions et en faire profiter les autres. Je pourrais avoir 50 tiramisu s'il vous plaît? 50 tiramisu? Ouais, exactement. Est-ce que c'est possible de prendre une heure de votre temps? Je vois il n'y a pas beaucoup de... ça doit être les heures creuses pour cuisiner tout ça. Je négocie des produits avec des enseignes et je vais les offrir à des sans-abri. C'est quand même incroyable. C'était dans cet avou hier soir où ils l'ont suivi. Moi, je trouve que les bonnes actions n'existent plus de nos jours. Alors, vous savez ce qu'il fait, le pape? Ça choque un peu les gens, mais c'est assez amusant. Quand on va dans des pays avec lui, il reçoit des chefs d'État et des gens importants, des cadeaux incroyables. Un singe en peluche, une montre en or avec des diamants, enfin des choses les plus surprenantes. Alors évidemment, il remercie avec un air émerveillé parce qu'il a la technique et puis il est quand même un peu comédien, comme les gens au sommet. Et après ça, ça part dans la boutique du Vatican. Il y a une boutique à côté de la nonne. La nonne, c'est le supermarché du Vatican. Et puis dans un coin, il y a une boutique et on peut acheter ces objets-là parce qu'évidemment, ils ne les gardent pas. Ils ne le savent pas, les gens qui les donnent, mais le singe fluo et tout ça, ça repart immédiatement. Et la montre en diamant aussi? Et la montre en diamant aussi, bien sûr. Ah ben avant, c'était encore plus amusant parce qu'avant, mais ça, c'était supprimé il y a 3-4 ans, il y avait une tombola où on prenait tous, évidemment, des billets. On pouvait gagner une voiture, la montre en diamant, tout ça. Ça, malheureusement, il n'y a pas ça depuis 3-4 ans. C'est dommage. On a vu avec l'affaire Betaram que l'école, qu'elle soit religieuse ou publique, n'est pas un havre de paix. On le voit dans cet établissement, c'est un reportage du 20h de TF1. Écoutez bien Caroline et Valérie, les élèves étaient contraints de faire des massages à leurs professeurs dans une école publique. Derrière les murs de cette école de Saône-et-Loire, que les faits auraient eu lieu. Des professeurs accusés d'avoir obligé des élèves à leur faire des massages notamment. L'alerte a été lancée par une professionnelle de santé après plusieurs témoignages. Des enfants et des parents qui m'ont dit que les enseignants faisaient un tirage au sort pour que les enfants soient esclaves de maîtres et maîtresses, servir le café, le thé et de faire des massages. Nous avons pu joindre la maman d'une fillette concernée par ces massages. Elle se dit choquée. Je suis pas d'accord en fait. Donc il y a quand même des limites avec tout ce qui se passe. Enfin, c'est des choses qui se font pas. Pour l'heure, les enseignants toujours présumés innocents ont été suspendus. Oui, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable. Vous imaginez, on demande qu'ils amènent le thé, le café. Ça vous a blessé l'affaire Betaram? Oui, j'ai trouvé ça évidemment épouvantable, comme tout le monde. En plus, moi, j'ai été élevé uniquement chez les bonnes sœurs. J'ai jamais vu des choses comme ça. Elles étaient très dignes et tout, mais il y a quand même un stress épouvantable, encore plus grand aujourd'hui, des parents qui veulent que les enfants réussissent, qui font des sacrifices énormes pour les études des enfants, pour qu'ils fassent des études supérieures et tout. Et finalement, les enfants sont tellement traumatisés que quand ils ont de mauvaises notes, quand ils travaillent mal, à mon avis, ils peuvent être esclaves de ces choses-là parce qu'ils comprennent que s'ils font des choses pas tout à fait catholiques, pour dire ça monte leurs notes. Il faut se mettre dans le contexte général. Il y a une
telle compétition. Bien Aujourd'hui, tout le monde fait des études. Vous voyez, donc chacun ferme les yeux et puis... Comme on disait autrefois dans les familles bien égoïstes, ça arrange tout le monde. On se réveillera à 6h du matin, ça arrange tout le monde. Vous voyez, c'est une grande phrase, passe-partout. C'était au primaire, c'était une école primaire, absolument. Et des parents relativisaient en disant oui, bon, il n'y a rien de sexuel, c'est des massages aux épaules et aux jambes. Ben oui, je vois un article et le directeur de l'hôtel dit que de l'école dit que c'est faux. Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est vrai que c'est. Mais les parents ont tellement peur, c'est compliqué, les études maintenant. Donc je pense que la psychologie. Alors ça, c'est en plus, si vous remarquez, tout ça, c'est dans des écoles de garçons. Chez les filles, il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a pas du tout eu. Moi, j'ai passé ma vie de la deuxième c'était mixte. Hein, à terminale. Oui, mixte, mais ça devait toucher surtout les garçons. Dans des écoles de bonnes sœurs, j'ai jamais rien vu. Ce que j'ai vu, c'est quelques bonnes sœurs qui avaient un ascendant l'une sur l'autre, parce qu'il y en avait qui avaient du charisme, les autres moins. Mais c'est uniquement réservé, évidemment, aux garçons. Vous en avez sans doute entendu parler, l'histoire de cette église. Alors, il y en a beaucoup, quand même. Dans le Pas-de-Calais, mise en vente sur le Bon Coin pour 300. Je vois votre tête. Pour 362 000 €. C'est un prix dérisoire pour un lieu sacré et un lieu d'histoire. C'était également sur TF1. Le chiffre du jour, c'est 362 500. À votre avis, chers experts, qu'est-ce qu'on peut avoir pour ce prix-là? Eh bien, regardez, on peut avoir ceci, une église. Oui, vous pouvez acquérir une église dans le Pas-de-Calais. 500, c'est exactement 539 mètres carrés, non loin du centre-ville de Lens, absolument, Pascal Perry. Une annonce a été publiée sur un site en ligne de vente d'immobilier et de diverses choses d'ailleurs. L'édifice est très joli, vous le voyez, avec ses briques atypiques du nord de la France, sauf que tout le monde ne voit pas forcément cette vente d'un très bon œil, parce que les fidèles, eux, estiment que un bien religieux qui devient une habitation privée, c'est absolument scandaleux. Alors, peu importe, le diocèse l'a dit très clairement, il a besoin d'argent, donc il n'a pas d'autre choix que de se séparer d'une partie de son patrimoine pour se maintenir à flot. C'est malgré tout des démarches qu'on voit assez fréquemment en ce moment en France et qui touchent beaucoup de diocèses aujourd'hui dans le pays. Scandaleux ou logique financière ? Écoutez, moi j'ai vu chez les protestants depuis longtemps en France, ils ont fermé pas mal d'églises protestantes parce que les anglicans ont moins de fidèles et personne n'était choqué quand c'était des églises protestantes. Je trouve ça douloureux, mais en même temps, après ça, il faut les entretenir. J'étais en province, je sais plus, dans le sud, à Annecy, et il y avait un tournage d'un film de Pascal Thomas. J'avais été invité à dîner par le maire d'Annecy. Il m'avait dit non, mais vous trouverez l'endroit, c'est facile, le restaurant. Il est juste à côté d'un centre, enfin d'un bâtiment un peu porno. Alors j'avais dit bon, alors je cherchais et puis j'arrive et effectivement et je vois un truc glauquissime. Il me dit vous savez, enfin vous l'écrivez pas bien sûr, je dis non. Il me dit vous savez c'était un centre religieux. Passons à autre chose. Bon, donc en même temps les prêtres, on voyait il y a plus de prêtres en France, dans les villages de France, c'est plus les prêtres qui célèbrent la messe et tout. Comment faire? L'important c'est que ces lieux restent des endroits dignes, qu'on en fasse, je sais pas moi, éventuellement une salle de sport, enfin quelque chose qui soit un centre culturel, ou ça dépend ce que ça devient. Mais comment faire autrement? Les laisser à l'abandon et qu'il y ait les souris et les rats qui viennent danser tous les jours, je suis pas sûr. Au Québec, énormément d'églises ont été transformées en logements. Oui, ça existe déjà beaucoup, enfin partout, dans les pays qui ont été très religieux comme le Canada. Mais chez les anglicans, ça c'est beaucoup fait, ça se fait avec dignité, et ça va. Je finis toujours mon zapping en musique. Vous avez vu que j'avais fait une thématique pour vous, j'avais travaillé mon zapping pour vous, Caroline Pigot. Dans cet avou, il recevait Ben Mazué, qui est un chanteur qui marche bien. Et en fait, sa femme l'a quitté. Et quand sa femme l'a quitté, il s'est pris en charge et a découvert finalement que le plus important, c'était ses enfants et sa famille. Sa femme est revenue quand elle a écouté plusieurs de ses chansons. C'est son nouvel album. Et dans une de ses chansons, il raconte comment on se bat avec ces guerres internes, que ça soit l'alcoolisme, les TCA ou autres. Ça s'appelle « Notre guerre ».
Et c'est pas grave que tu le caches, mais sache que tu n'y arriveras pas sans tâche. Non, tu n'y arriveras pas sans que ça se voie. Tu n'y arriveras pas sans clash. Non, tu n'y arriveras pas sans que ça se voie. C'est pas grave que tu le caches, mais tu n'y arriveras pas sans tâche. Merci Gilles. On se retrouve dans un instant avec Caroline Picozzi pour évoquer le pape, le Vatican. À tout de suite sur Sud Radio. L'invité du jour, Caroline Picozzi, journaliste vaticaniste, donc c'est spécialiste du Vatican, plus de 40 ans, on a dit, c'est ça, 30 ans. 30 ans, je ne veux pas vous... 30, non, oui, 32. 32 ans, on va évoquer avec vous le pape François qui est hélas hospitalisé depuis une dizaine de jours. Qu'est-ce qu'on peut dire de sa santé ce matin ? Et est-ce qu'il faut en parler ? Enfin, est-ce qu'il faut... Écoutez, moi je fais partie des journalistes qui croient qui pensent qu'il faut quand même qu'il y ait un voile de pudeur. Et je dois dire que quand j'ai entendu qu'il avait eu il y a quelques jours des vomissements, j'étais en larmes. Ouais. Parce que je trouve qu'on n'est pas obligé de descendre dans ces détails-là. Ça n'apporte rien. Il y a un moment où on ne doit pas être sous le lit du pape. On peut dire qu'il ne s'est pas senti bien, que la nuit a été difficile, mais les détails cliniques, c'est vraiment affreux. Par ailleurs, ils racontent ce qu'ils veulent parce que finalement le communiqué de presse il n'est pas signé par des médecins, donc on peut, il y a comme ça un espace pour un mensonge aménagé. Et trop oui, mais est-ce que c'est nouveau ou pas ? Parce que vous évoquiez, on a discuté avant l'émission, aussi une séquence avec un autre pape où on vous avait... on nous avait envoyé à la salle de presse le transit intestinal du pape. Moi, j'étais là aussi en larmes. Je ne sais pas que je serais toute la journée en larmes, mais je trouvais ça très dur de transmettre ça à Paris Match et surtout de l'exploiter. Je pense que les réseaux sociaux ont fait que maintenant, c'est toujours plus. C'est pas nouveau, mais c'est encore plus exploité. C'est-à-dire que quand il y avait eu ce communiqué de presse avec ces photos, on était dans une salle de presse, moi j'en ai rien fait, il n'y avait pas les réseaux sociaux et les collègues en ont très peu parlé, mais maintenant, dans la minute, ça fait le tour du monde, c'est épouvantable. Oui, mais moi j'ai dit... On n'a pas besoin d'aller voir sous ses draps, voilà ce que je veux dire. Et si c'était quelqu'un de notre famille, on trouverait ça insupportable. Et le pape, il était à la tête de la famille des catholiques du monde. Mais quand Valérie a voulu vous inviter, on a discuté, et Valérie m'avait dit, je me souviens aussi, parce qu'évidemment, on s'est dit, quand on va l'inviter, est-ce qu'il sera encore en vie ou pas ? On s'est légitimement posé la question, et Valérie me dit, moi je me souviens à LCI, quand j'étais le matin, il y avait quand même eu, pour le pape précédent, une longue agonie. Est-ce que c'est pas aussi le fait que le pape doit aller jusqu'au bout de son mandat, entre guillemets ? Oui, bien sûr, il va jusqu'au bout de son mandat, mais est-ce que, néanmoins, je redis, est-ce qu'on doit être sous son lit, qu'on dise qu'il a passé une bonne nuit, qu'il a passé une nuit agitée, mais bon, on le fait, écoutez, on le fait pas avec un président de la République, on le fait pas avec un chef d'État, on n'entre pas dans ces détails-là. D'ailleurs, on nous a menti. Un peu avec Mitterrand, quand même. On nous a menti perpétuellement sur son cancer. Donc, on fait pas ça avec nos hommes d'État pour lesquels on a voté ou pas voté, mais enfin, qui ont fait l'objet d'une élection. Et là, tout à coup, pour le pape, on vous épargne aucun détail. C'est pas d'être catholique ou pas catholique. Moi, je trouve qu'il y a une façon de traiter l'information au-delà duquel il ne faut pas aller. Sur les réseaux sociaux, il y avait pas mal de rumeurs disant mais il est mort, ils vont l'annoncer à telle date. Je sais, parce qu'on m'a téléphoné très très tôt le matin. Si votre question est de savoir si on peut mettre un pape en conserve sans l'annoncer, ça me paraît non seulement très difficile, mais en plus, il y a l'après. Les gens qui travaillent au Vatican sont des fonctionnaires du Vatican. C'est assez confortable. Ils n'ont pas envie de se faire virer le lendemain. Il y a généralement, quand même, après ça, on refait un peu l'histoire. Et non, je crois que c'est très difficile. Quel serait l'intérêt de mentir ? Aucun. Non, je pense que c'est pas possible. Moi, il y a une chose qui m'avait quand même complètement interloqué il y a quelques mois. Je suis allé dans un magasin à Rome qui s'appelle Poignet, où ils font des poignées de porte très belles, beaucoup plus jolies qu'en France. Et la propriétaire du magasin que je connais bien me dit, attendez, je vais vous montrer une chose, mais vous l'écrivez pas. Je dis bien sûr. Et elle me montre, ils ont fait les poignées pour le cercueil du pape. Ah oui. Oui, elle me les a montrés. Et je me dis, il faut bien penser à la mort, on va tous y passer. Mais
j'avais les larmes aux yeux. Ouais. Elle a vu que j'étais un peu comme ça. Troublée, ouais. Et je me suis dit, bah oui, ils ont raison, il faut le faire. Enfin, il faut préparer le cercueil, il faut. Mais vous voyez, même si tout ça est une évidence, il faut penser à la mort, il a 88 ans, il est malade. Il faut être réaliste et tout ça. Ça m'avait un peu dérangé. Voilà. Quel pape est... On va rester au présent, le pape François, quelle différence avec les autres papes, et est-ce que sur la santé, justement, c'est-à-dire parce qu'il avait une santé assez défaillante. C'est le premier pape qui est complètement sous la dictature des réseaux sociaux. Ouais. Jean-Paul II, les Polonais communiquaient comme ils voulaient avec beaucoup de talent, et puis de toute façon Jean-Paul II lui aussi communiquait lui-même de façon extraordinaire. Quand il voyait des gens, il faisait cette chose qu'il disait bonjour, et il avait cet art les gens qui ont pris des leçons de théâtre, qui ont fait du théâtre, vous aviez l'impression que le monde s'arrêtait, il ne regardait que vous. Il ne regardait pas par derrière comme les hommes politiques pour voir qu'ils vont saluer après. Après ça, Benoît XVI, quand il rencontrait des gens, et quand il voyait des femmes, il regardait ses pieds parce qu'il ne pouvait pas regarder une femme en face. C'était, quand j'allais avec le photographe de match, il disait, demande-lui de lever la tête. Oui, il pouvait pas. Ce pape, c'est le premier pape de l'histoire qui est arrivé complètement les pieds dans le monde de l'Internet. Moi, je me souviens que le premier voyage du pape, quand on était au Brésil, on l'a accompagné pour les JMJ. On est arrivé à Aparecida, il y avait les religieuses brésiliennes qui étaient jeunes, chaleureuses, enfin des filles plutôt sympathiques, qui n'avaient pas l'air de vieilles bonnes sœurs de mauvaise humeur. Elles avaient 2 portables sous leur robe, elles le photographiaient. Incroyable. Hein. Oui, c'était tout à fait nouveau, parce que les religieuses, d'habitude, elles baissent les yeux et elles disent la Sainte Vierge est toujours vierge, tandis qu'elles étaient là avec leur portable, c'est à qui ferait la plus belle photo. Et nous, on était les journalistes complètement stupéfait, parce que le pape Benoît XVI, qui était très gentil, très doux, il n'y avait pas du tout ce genre de choses. Vous voyez, on n'a jamais vu des religieuses ou des prêtres avec des portables sous la soutane. Oui, c'est l'évolution, nouveau. Bien sûr. Moi, pour avoir vécu les JMJ, c'était quand même quelque chose à Paris. Les JMJ à Paris, c'était une ambiance incroyable. De voir des gens chanter dans la rue. Oh, mais ça, c'était le talent inouï de Jean-Paul II. Et la synergie, il y avait le talent de Jean-Paul II, et cette façon, c'est là où je reviens sur le côté acteur, il savait séduire, il était dans la séduction permanente. Et c'était le premier pape qui était dans la séduction permanente, parce qu'il succédait à un pape très intellectuel, lui aussi était intellectuel, mais qui n'était pas du tout dans ça. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant avec notre invitée Caroline Pigozzi pour parler du pape François, parler du Vatican. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec notre invitée Caroline Pigozzi, journaliste spécialiste du Vatican. Vous avez longtemps été la journaliste spécialiste de Paris Match. Vous avez publié de très nombreux livres et j'encourage tout le monde à aller les lire, à les acheter. Le Vatican indiscret, les robes rouges et puis sur d'autres... Pourquoi eux ? Absolument. Avec une interview du pape François. Absolument, avec une interview du pape François. Alors le pape François, Gilles, on l'a entendu tout à l'heure dans le rappel des titres, a adressé un message. Et oui, hier, c'est un peu ce qui a fait l'actualité. Depuis longtemps, on n'avait pas entendu depuis le fait qu'il soit hospitalisé, on l'avait pas entendu parler. Et hier matin, il y a eu ce message diffusé du pape. Et alors, je vous laisserai, j'ai prévu la traduction italienne, mais vous m'avez dit, oh là là, ça a été traduit n'importe comment. Donc je vous laisserai nous dire qu'est-ce que dit véritablement le pape. On écoute un extrait. Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño acá. Que Dios los bendiga y que la Virgen cuide. Gracias. Ça vous émeut de l'entendre ? Oui, c'est étrange. Ça m'émeut et ça me fait souffrir parce que moi qui l'ai entendu, qui l'ai suivi depuis le premier jour, c'est affreux, quoi. C'est comme si on avait l'impression d'une bougie qui s'éteint. Je trouve ça... Oui, j'aime pas du tout cette idée. Oui, mais le son... dit-il juste l'écho, on dirait qu'il est dans une église.
C'est étrange, alors qu'il est hospitalisé. Non, mais vous savez, ils ont dû, je ne sais pas comment ils ont trafiqué le truc, mais ils ont dû mettre le micro. En fait, il y a de la vérité. C'est qu'il y a très peu, contrairement à ce qu'on nous raconte, il y a très peu de personnes qui vont dans sa chambre pratiquement que les infirmiers et les médecins, parce qu'autrement vous transportez des maladies. Moi, quand j'entends que le cardinal Parolin, que le Substitut, qui sont dans la vie civile, le secrétaire général, vont dans sa chambre, mais j'ai envie de sauter au plafond, parce que vous pensez bien que les médecins se donnent un mal fou pour le maintenir en vie. Chaque microbe, ils peuvent pas passer comme ça et mettre dans un vêtement stérile ces gens-là. Donc mais est-ce que ça peut être faux? Est-ce que ça peut être un faux? Non, c'est pas un faux, mais ça a été bidouillé. Non, c'est-à-dire qu'on a dû dire à l'infirmier, à Strappé, qui est son infirmier qui lui est toujours là, de faire le truc. C'est pas un spécialiste de la radio et il a fait un espèce de truc. Et alors, que dit-il dans ce message? Eh ben, il dit en fait, de tout mon cœur, je salue ceux qui sont sur la place, Saint-Pierre, j'accompagne leurs pensées, que Dieu les bénisse. Et après ça, dans le message de presse qu'on a donné, parce qu'il faut toujours faire du zèle, on a dit et que la Sainte Vierge, et je pense à la Sainte Vierge, ou que la Sainte Vierge pense à eux, ça a été rajouté par le service de presse du Vatican. Parce qu'il ne l'a pas dit. Ça, c'est du zèle, imbécile. Moi, je me souviens, à la mort de Jean-Paul II, toutes les chaînes de... Bon, il n'y avait pas le câble ou tout ça, mais les chaînes de télé avaient pris l'antenne dès 9h du matin jusqu'à presque 14h, 15h. Est-ce qu'aujourd'hui, la mort du pape est toujours un événement puissant ? Ah oui, la mort du pape est un événement puissant parce que d'abord il a beaucoup voyagé lui aussi et puis c'est un chef d'État et puis le pape reste le pape et tout le monde a rêvé parmi les gens puissants et les croyants par ailleurs, mais tous les hommes puissants de la reine d'Angleterre et les chefs d'église et le pape l'aime bien puisqu'il n'est plus là, au président français qui l'a vu 4 fois, qui est allé le voir 4 fois, tout le monde rêve d'être en photo avec le pape. Il n'y a plus la photo sur le piano parce que les gens n'ont plus de piano, mais il y a la photo sur Internet, il la poste tout de suite. Mais comment on peut être reçu par le pape et ensuite faire les pires choses quand on dirige un pays ? Le lobe droit du cerveau n'écoute pas le lobe gauche, c'est 2 choses tout à fait différentes. La politique reste la politique. Il y a le moment où on est au Vatican et puis il y a le reste. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au Vatican? Tout est à l'arrêt? Ah mais rien, il se passe absolument rien parce que les gens, de toute façon ce pape est autoritaire. Bon là, ils ont l'impression que quand même il est pas bien. Tout le monde souhaite qu'il meure pas à l'hôpital, mais enfin j'en sais rien. Mais personne ne bouge parce que ce sont des fonctionnaires. Je parle pas des cardinaux et des évêques, et enfin du personnel religieux, mais les civils sont des gens qui ont des contrats. À durée indéterminée, mais enfin quand même. Donc personne ne bouge parce qu'après coup, il y a forcément, comme dans tout système politique, même si quelques règlements de compte, il n'y a pas que des aménagements avec le ciel. Et c'est juste aussi une question sur le film Conclave. Alors on ne va pas raconter la fin. C'est un film qui est très beau, très esthétique, qui raconte les coulisses d'un conclave. Vous l'avez vu, j'imagine, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Un conclave. Moi, je pense que c'est réaliste ou pas? C'est-à-dire que ce qui est important, c'est les journées des congrégations générales avant. On ne montre pas. Qui en fait, ce sont les cardinaux qui se rencontrent pour la première fois et qui racontent leurs projets. C'est là où Bergoglio, qui avait été très talentueux, très convaincant. Et parce qu'il faut imaginer qu'il y a des gens du monde entier. Donc, ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Il y en a même qui ne parlent pas très bien italien. Et ils voient la place Saint-Pierre pour la 2e fois de leur vie, pour certains, parce que ceux qui ont été créés cardinaux il n'y a pas longtemps. Et ils font connaissance, ils ont 3 jours pour faire connaissance avant. Et c'est très important, parce que les gens qui ont du charisme l'emportent sur les autres, les gens qui parlent toutes les langues aussi. Et le cardinal un peu timide qui est là dans son coin... il faudra un miracle au Saint-Esprit pour qu'il soit élu. Donc c'est très important. Mais ça, il n'y a pas les congrégations générales dans le film. Qui sera le prochain pape? Oh non, j'ai pas une boule de cristal. J'ai pas une boule de cristal. Alors je vais changer ma question. Qui ne sera pas? Non, ça, on va pas faire. Non, je vais changer ma question. Qu'est-ce qu'il devra être le prochain pape?
il devra recentrer, me semble-t-il, les choses un peu sur le Vatican, peut-être être moins mondialiste, se pencher vraiment sur le Vatican, sur ce qui s'y passe, sur ce qui s'est pas fait, rassurer quand même un peu les Italiens, parce qu'après tout, le Vatican, c'est une entité à l'intérieur de Rome, que chaque Italien qui a été à l'école, tout le monde à l'école étant obligatoire, a vu un crucifix dans sa classe, a été au catéchisme, est-ce que c'est obligatoire? Et je pense qu'il faut un peu redonner leur lettre de noblesse aux Italiens dans cette histoire. Et il a créé des cardinaux du monde entier, mais il y a des cardinaux qui... enfin, je veux dire, il faut prendre ses repères, c'est compliqué. Le Vatican, c'est un monde où on chuchote et où surtout vous êtes sur une patinoire olympique de peau de banane et personne n'explique rien aux voisins. Voyez. Est-ce qu'un jour on aura un pape de couleur? Quelle couleur? Je vous pose la question. Africain, un pape... Écoutez... vous savez, Jean-Paul II, quand il a fait son premier voyage en Afrique, avait dit une chose très amusante. Il avait un Monseigneur Marcinkus qui s'occupait de ses voyages, qui était un américano-lituanien, qui était magnifique, qui aurait pu faire du cinéma. Et donc, il lui donne une liste de personnes à inviter pour le voyage. Enfin, et il y avait beaucoup de cardinaux africains. Et le pape, très diplomate, dit, écoutez, si l'avion tombe et que tout le monde meurt, un pape, on aurait élu un autre, c'est pas un problème. Mais trouver un nombre de cardinaux qui soient transparents financièrement et qui n'aient pas d'enfants, c'est plus compliqué. Alors, on va essayer un petit peu de pas privilégier le continent africain. Voilà, c'est ce que disait le pape. Je voudrais que vous nous parliez de la ferveur en Italie pour prolonger ce que vous disiez, c'est-à-dire quand vous allez là-bas, ce que vous me racontiez avant l'émission, quand vous prenez un taxi, ils sont super contents de vous emmener au Vatican, les chauffeurs de taxi. Il est à eux, le Vatican. Et les papes, ils ont toujours été chez eux. Et quand moi, je prends des taxis, pareil là-bas, quel que soit le taxi, mais je parle toujours avec tout le monde. Notre métier fait qu'on quand même, on reste pas silencieux. Ils me disent, signor, che fortuna. Ils sont fiers et heureux d'emmener quelqu'un au Vatican. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils vont à la messe tous les jours, mais ils ont souvent un petit crucifix ou même un chapelet dans la voiture. Ils me disent qu'ils ont fait baptiser des enfants. Et... Non, il faut bien, il faut que les Italiens se réapproprient un tout petit peu le Vatican, un pape polonais, un pape allemand, un pape argentin. J'ai tendance, peut-être que je serai démenti dans quelques semaines et vous direz qu'elle ne comprend rien, mais j'ai plutôt tendance à croire qu'on va revenir vers un pape italien. Italien, j'ai plutôt l'impression, oui. Un jour, j'ai fait un reportage chez Massaro. Massaro, c'est un des plus grands qui faisait des chaussures pour un tas de personnes, absolument. Et celui qui faisait les mules du pape. Et en cadeau, il y avait dans la vitrine les mules du pape. Il me dit, vous voulez les regarder ou les toucher? Et alors, moi, c'était impossible pour moi parce qu'il y avait une dimension religieuse. Et est-ce que vous avez des objets que vous avez amenés du Vatican et est-ce qu'ils ont cette saveur? Moi, j'ai pas du tout osé toucher les mules du pape. D'abord, j'ai plein de médailles que m'a donné le pape et puis j'ai un petit deal moral avec lui. Je lui ai fait toute sa collection de Thérésita de Sainte-Thérèse. Et la dernière fois que je l'ai vu, quand il est allé en Corse, je lui ai donné encore une Sainte-Thérèse. J'avais accompagné le président de la République, m'avait emmené, et il s'est tourné vers moi et vers son secrétaire. Il a dit, là, on va être obligé de mettre une pièce particulière avec toutes les Thérésites que m'a donné Caroline. Quel est le pape avec lequel vous vous êtes le mieux entendu, en s'entendant soyons objectifs. Jean-Paul II m'aimait bien, mais il aimait surtout Paris Match parce qu'il avait lu Paris Match sous le manteau en Pologne à l'époque, ambassadeur de France. Et puis bon, il préférait. Et puis il me situait parce qu'au Vatican il faut être situé, autrement vous entrez pas. Et j'étais en classe avec les filles de ses meilleurs amis, de grands amis à lui. Qui s'appelait les Habiches, Charlotte de Habiche, je fêtais son anniversaire avec lui parce qu'elle s'appelait Charlotte. Mais ça prouve qu'ils font attention à la médiatisation, du coup. Ah non, mais pas seulement attention, mais il faut une traçabilité.
Ne vous entrez pas, c'est très important. Et puis après ça, le pape Benoît XVI a été formidable et j'ai fait le maximum que je pouvais faire avec lui, sauf qu'il était tellement intimidé par les femmes que quand on faisait un reportage, il regardait ses pieds. Alors le photographe disait... Très Saint-Père, j'ai sentita per favore. Il ne pouvait pas regarder une femme dans les yeux. La seule femme qu'il regardait dans les yeux, c'était sa sœur, Mais Maria. il acceptait quand même votre compagnie, en quelque sorte, quand vous alliez le voir. Oui, parce qu'il était à la fois quelqu'un de très courtois. Il pensait que les journaux européens, c'était important et qu'il faisait, entre guillemets, son métier de communication. Mais je ne peux pas vous dire qu'il était très, très gentil, mais très timide. Et François François, il m'a dit dès le premier jour qu'il m'aimait. Parce que je vous dis, je suis complètement subjective. On est monté dans l'avion. On est allé au Brésil. Au retour, je l'ai interviewé parce qu'il fallait une journaliste qui parle italien, française, etc. J'avais une chaussure et l'autre pas parce que le rouleau de choses de l'aéroport des bagages m'était tombé sur le pied. J'avais le pied en sang. Déjà, je suis arrivé à un pied nu, j'étais bas nu-pied et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, très Saint-Père, comment fait-on quand on est pape, quand on est jésuite, donc on a fait le 4e vœu que font les jésuites d'obéir au pape. Qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ça c'est une vraie question. C'est intéressant. Il s'est penché vers Padre Lombardi, jésuite et directeur de la communication. Il a dit, celle-là, tu me la mets de côté, est plus maligne que les autres. Et donc il m'a tout le temps dit qu'il m'aimait. Qu'est-ce que je vous dis? Je suis complètement subjective, évidemment. Quelqu'un qui vous dit qu'il vous aime quand en plus c'est le pape et qui vous écrit des lettres. J'ai plein de lettres manuscrites et des du portables, pape. non, non, portables, non, des lettres. Non. Des lettres manuscrites. J'en ai plein, je peux vous montrer. Et donc, évidemment que j'aime ce pape, et évidemment que... Oui, c'est à la fois très émouvant et très flatteur pour un journaliste parce qu'on a l'impression de faire son métier avec loyauté. Non. Il n'y aura jamais de cardinal femme? Oh non, mais ça c'est pour les... Non, mais ça c'est pas forcément pape, mais au moins une fois, une femme ordonnée. La question des femmes dans l'église. Les femmes dans l'église, oui, une femme cardinale. Ça vous choquerait? Non, je dis pas que ça me choque, je dis qu'on est loin du compte, que si vous voulez, ça reste du domaine des... Ça serait une évolution forte. Oui, mais qui réussira à faire voter ça? C'est un gadget, entre guillemets, sympathique, mais c'est pas pour demain matin, c'est pour après-demain. Valérie, tant pis. Voilà. Et Stéphane me dit, le pape était élu par acclamation il y a très longtemps. C'est vrai? Mais j'en sais rien. Vous savez pas? Mais... évidemment, le système était très différent, mais Dieu soit loué, ils n'avaient pas Internet. Vous pouvez raconter beaucoup de choses. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi, d'avoir été avec nous. Je rappelle votre dernier livre, Pourquoi eux, ils ont fait notre époque, qui est paru chez Plomb, et puis évidemment, beaucoup d'autres ouvrages. Et il y en a un qui s'appelle The Impossible Collection chez Assouline, qui est un beau livre sur le Vatican. Ah, très bien. Très beau. Parce que c'est très esthétique, hein, le film Conclave est très beau. Après, la fin a perturbé beaucoup de gens, mais très, très, très beau. Merci beaucoup, Caroline Pigozzi, d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant, nous, pour les débats. À tout de suite.